Je crois qu'il est temps de commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, avant de commencer, j'aurai l'occasion de le redire, je suis très heureux d'avoir Michael Gretzel qui a accepté de faire le séminaire qui suit ce cours. Ça a un sens parce que, comme vous allez le voir, comme peut-être vous vous en doutez, mais enfin, il y a une sorte d'obsession de ma part sur les questions d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, de photosynthèse artificielle, etc. Je prendrai évidemment quelques exemples de ce dont je veux parler aujourd'hui sur cette question-là, et c'est pour ça que Michael va nous illustrer avec ses magnifiques résultats ce monde qui est en pleine explosion de la photosynthèse artificielle dans ce contexte, vous le savez, énergétique spécifique que nous vivons. Alors, plus spécifiquement, j'ai déjà présenté cette diapositive. Je m'intéresse plus spécifiquement à des aspects de catalyse, et vous savez que c'est un élément absolument essentiel de ce qu'on appelle la chimie verte. C'est un des aspects les plus forts de cette chimie verte qui consiste, donc, comme vous le voyez, pour les chimistes, à faire des nouvelles réactions qui ne coûtent pas cher, qui sont sans impact, enfin le moins d'impact sur l'environnement, qui coûtent peu en énergie, etc., etc. Alors, il y a tout un tas de possibilités dans ce domaine de catalyse et biocatalyse. Je l'ai évoqué tout au début du cours. Et au cours de mes deux premières séances, j'ai parlé d'enzymes artificielles. Donc je reste dans le côté chimie de toute cette gamme-là. On aura l'occasion sans doute dans d'autres cours de parler peut-être plus d'aspects biotechnologiques. Mais j'ai parlé d'enzymes artificielles, donc vous vous souvenez, cette stratégie qui consiste à combiner des composants de la biologie avec de la chimie de synthèse pour faire des nouveaux objets qui, de préférence, associent les avantages de la biologie avec les avantages de la chimie. Pour la suite de ce cours, je vais passer à cet aspect-là, vous voyez, qui est à l'extrême de cette ligne, qui est la catalyse biomimétique et bio-inspirée. C'est de la chimie, là, mais simplement, vous imaginez bien que, ne serait-ce que par les termes employés, que ça a un contenu biologique, puisque la démarche, comme je vais l'expliquer, va être de regarder le vivant, s'en inspirer pour produire des objets chimiques qui ne sont pas des objets biologiques, mais qui ont un certain nombre de caractéristiques proches de la biologie. Alors, des choses triviales, mais je crois qu'il faut les rappeler. Quelle est la méthode de la chimie biomimétique? C'est celle qui consiste d'abord à se poser une question scientifique et d'abord de voir comment la nature s'est attaquée à cette question et comment elle l'a résolue. Donc ça passe, là je dirais, par un travail de biologiste et de biochimiste qui consiste à étudier et comprendre comment la nature répond à la question qui est posée. Ça peut être une étape assez longue. Ensuite, une fois qu'on a compris cette réponse, on va plus loin, puisque pour le chimiste, c'est quand même l'échelle moléculaire et l'échelle atomique qui est le niveau pertinent, en tout cas intéressant, qui est enfin un des niveaux qu'il faut aborder. Et là, donc, c'est vraiment de comprendre à l'échelle atomique et moléculaire comment le système naturel fonctionne, structure de ce système, mécanisme, etc. Et puis, une fois qu'on a compris tout ça, eh bien, c'est de reproduire. Alors, ça peut être la molécule, ça peut être le matériau, ça peut être même le processus global, et ça peut être même le processus de fabrication de cet objet. Donc, reproduire par synthèse un objet biologique. Ici, c'est l'exemple simple, parce qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées, mais en même temps, c'est celui que je vais le plus souvent utiliser comme exemple. C'est vous avez une protéine qui est responsable, une enzyme qui est responsable d'une réaction intéressante.
la chimie se passe au niveau d'un site actif. On zoome ici, et voilà, ici c'est une métalloprotéine, il y a un métal, vous voyez. Je reviendrai sur cette question. Est-ce qu'on peut vraiment résoudre le problème à son site actif, sachant que la nature choisit non seulement de faire un petit assemblage ici, mais de produire toute une quantité protéique très importante. Et ensuite, par mimétisme, vraiment, par copie, hein, synthétiser une molécule, ici c'est un complexe de coordination, pour reproduire les activités qui nous intéressent. Alors, ici je prends l'exemple de la catalyse et puis des enzymes, mais je veux dire c'est un monde très 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 large. Les objectifs, c'est effectivement de fabriquer tout un tas de choses. Vous voyez, des fibres, des céramiques, des plastiques, des médicaments, des carburants. En rouge, des catalyseurs, parce que c'est de ça dont je vais parler. L'objectif, c'est évidemment en se servant d'énergie renouvelable comme source d'énergie. Alors, j'ai mis le soleil en numéro 1. Et puis de composés simples et abondants de notre environnement comme précurseurs. Hein. Alors, ça peut être, par exemple, des molécules de la biomasse. Et puis, il faut que, évidemment, les voies de synthèse les procédés de synthèse donc, soient durables, économiques et respectueuses de l'environnement. Alors, ça, ce sont les moyens qui sont mis en œuvre. Et en retour, une fois qu'on a le modèle, il y a tout un... Mais ça, j'en parlerai relativement peu. C'est un bon modèle. Ce n'est pas une histoire finie. C'est un outil qui peut être intéressant en retour, parce qu'il est simple, parce qu'il est facilement manipulable, peut être un outil pour comprendre le patron biologique, enfin le système biologique qui a servi de patron pour la construction de ce modèle. Voilà. Alors, je voudrais juste passer un petit peu de temps sur... Parce qu'il y a eu je vais vous parler d'un magnifique résultat qui est assez exemplaire et qui permet effectivement de montrer qu'en effet, ça a un sens le chimiste fait ça a un sens de considérer que c'est pertinent de se limiter à une toute petite partie de ce système enzymatique, c'est-à-dire son site actif. Qu'une grande partie de la puissance de cette enzyme est liée à ce qui se passe ici au niveau d'un métal, au niveau de la première sphère de coordination, peut-être au niveau d'une deuxième sphère de coordination. Alors ça c'est important parce que si vous commencez à imaginer une approche biomimétique qui consiste à mimer tout l'ensemble, à ce moment-là, bien sûr, il y a un problème parce que l'approche de la chimie biomimétique, c'est aussi de simplifier. Alors, en même temps, il faut que ce soit pertinent, mais simplifier. Et si vous devez construire quelque chose qui ressemble à ça, alors, compte tenu des outils aujourd'hui de la biologie moléculaire qui permettent de produire ça quand même en relativement grande quantité, pas la peine de s'embêter, autant prendre le patron lui-même et pas le modèle. Donc, est-ce que ça a vraiment un sens ? Et pour ça, je voudrais l'illustrer peut-être par un des systèmes les plus complexes qui existent. J'aurai l'occasion de revenir d'autres fois sur ce système enzymatique qui est tout à fait impressionnant, qui est la nitrogénase. Alors, la nitrogénase, c'est une enzyme extrêmement importante de notre environnement, puisque c'est un système enzymatique qui a cette fabuleuse capacité de fixer l'azote et de le transformer en ammoniac et également en hydrogène, mais en ammoniac, par le biais d'une réaction assez complexe, vous voyez, multiélectronique, transfert de protons, nécessité d'ATP. Et donc, évidemment, il faut une source d'électrons, une source d'énergie, et vous faites de l'ammoniac. Alors, ce processus se fait grâce à cette protéine qui est voilà, ici vous avez la nitrogénase parce qu'au-dessus vous avez un autre composant du système qui est une réductase. C'est un système qui permet l'arrivée des électrons, en particulier
le donneur ultime étant ce cluster 4 fer 4 soufre. Donc ici, vous avez une sorte de correspondance entre la structure et les cofacteurs. Et la nitrogénase est caractérisée par deux clusters métalliques tout à fait particuliers. Le cluster P, dont je ne parlerai pas cette fois-ci, ou très peu, et puis le cluster Fe-MoCo, qui est représenté plus en détail ici. Alors c'est vraiment un monde inorganique dans lequel on est. Donc vous voyez que, voilà, je l'ai dit souvent bien sûr, le vivant c'est pas que de l'organique, c'est aussi de l'inorganique, mais là on voit très très bien que c'est, vous voyez, un petit caillou de sulfure de fer avec un atome de molybdène. Et cet ensemble, vous voyez, tout cet ensemble est accroché à la protéine par très très peu de choses, puisqu'il est essentiellement accroché par une histidine et par une cystéine, le reste étant des atomes de soufre, donc c'est du sulfure en pont entre des atomes métalliques, fer ou molybdène. Et puis il y a de l'homocitrate ici, enfin bon voilà, il y a une molécule organique qui complète la sphère de coordination du molybdène. Voilà le système, et c'est ici, par des mécanismes qui sont encore très très étudiés, pas bien connus, en tout cas tout à fait fascinants, que la molécule d'azote est fixée et où, grâce aux électrons qui arrivent, est réduit en ammoniac. Alors, il y a relativement peu de temps, c'est un travail, vous voyez, 2010-2011, publié à un très bon niveau, Science. C'est un travail qui a été mené par Markus Riebe aux États-Unis, un chimiste allemand qui est maintenant aux États-Unis. Il a démontré que cette enzyme était capable de transformer le monoxyde de carbone en hydrocarbures. Alors ça, c'est très très intéressant. Enfin, cette enzyme, vous voyez, elle est capable de prendre des petites molécules et puis d'injecter des électrons, parce que c'est vrai, vous avez vu que des protons sont réduits en hydrogène, de l'azote est réduit en ammoniac, et là, c'est la démonstration que du monoxyde de carbone est réduit en tout un tas d'hydrocarbures, et ça c'est très très intéressant, c'est pas facile hein, de passer d'un atome de carbone à plusieurs atomes de carbone, et ce sont des enjeux majeurs pour la chimie, en particulier dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la photosynthèse artificielle. C'est comment peut-on transformer, valoriser le CO2 sous forme d'hydrocarbures, le CO2 ou le CO ou des formes simples de carbone. Donc ça a tout à fait intéressé la communauté scientifique, mais ce n'est pas tellement pour ça que je l'évoque, c'est parce que vous allez voir, grâce à ce travail, on a une illustration de la pertinence de ne prendre que le site actif plutôt que toute la protéine. Bon, voilà, ça c'est simplement... Alors, oui, j'ai oublié de dire qu'il y a des nitrogénases qui ont un atome de molybdène, tel que je vous l'ai montré, mais il y a aussi une classe de nitrogénase avec du vanadium. Donc il y a deux classes de nitrogénase, molybdène et vanadium, mais qui, en gros, sont structurées un peu de la même façon et fonctionnent de la même façon. Bon, il y a quelques différences. Vous voyez ici le produit principal de la réduction du CO, c'est de l'éthylène. Et puis après, il y a tout un tas d'autres produits en C2, en C3, en C4. Il y a un peu de méthane, enfin, etc. Mais la grande majorité, c'est composé éthane et éthylène. Dans le cas de la nitrogénase de molybdène, là aussi, vous voyez une proportion importante de 81% de C2, et là, il y a une plus grande proportion d'éthane. Bon, tout ça est très intéressant. Ceci est réalisé dans des conditions relativement simples. Il faut de l'ATP, il faut une source d'électrons, c'est le dithionite, et puis il faut l'ensemble, la réductase et la nitrogénase. Alors, bon, c'était connu depuis très longtemps hein, que les nitrogénases à vanadium sont beaucoup plus actives d'une manière générale que les nitrogénases à molybdène, et c'est vrai également pour la réduction du CO. Comme vous le voyez ici, alors ça c'est les différents produits, ça n'a pas tellement d'importance, le mieux c'est de regarder ça. Vous voyez l'activité spécifique de la nitrogénase à molybdène comparée à celle à vanadium, donc celle à vanadium est très efficace pour faire cette chimie-là.
Ce qui était connu depuis très longtemps, vous voyez, on remonte à 1977, c'est qu'on était capable, et on peut le comprendre du fait des liens très limités entre la protéine et le cluster, on est capable, dans certaines conditions, d'extraire le cluster sans le détruire. Alors ça, c'est assez extraordinaire, hein, c'est assez rare. Mais visiblement, cet ensemble-là a une tenue suffisante pour se maintenir, moyennant que le solvant d'extraction soit adapté. Ici c'est du N-méthylformamide qui crée un certain nombre de liens avec des atomes métalliques du cluster. Mais donc il a été parfaitement bien démontré qu'on pouvait exclure ce cluster. Par ailleurs, on est capable de produire des nitrogénases qui ne contiennent pas ce cluster, notamment en inactivant les gènes de maturation de cet enzyme, c'est-à-dire les gènes qui codent pour les protéines qui assistent l'introduction de ce cluster dans l'enzyme. Alors ces aspects de maturation, j'en parlerai prochainement. Pas cette année, mais voilà. Alors, donc, on se retrouve à la fois avec le morceau qui devient de la chimie, extrait de la protéine, et l'apoprotéine nitrogénase. Et ce qui avait été montré aussi assez tôt, et confirmé ici par des expériences beaucoup plus complètes, vous voyez, en 2010 dans le JAX, c'est qu'on est capable de d'introduire ce cluster dans une nitrogénase sous forme apoprotéine, donc vide, et en effet, on génère une nitrogénase active capable de réduire des protons, de réduire de l'azote, de réduire de l'éthylène, parce que l'éthylène, cette alcyne, comme vous le voyez, la composition finale est correcte en termes de... Enfin, vous le voyez ou vous ne le voyez pas, mais en tout cas, ces chiffres-là indiquent qu'en effet, on a bien reconstitué l'enzyme. Et quand on regarde les activités, voilà, donc les activités de réduction de composés carbonés, de réduction de protons pour donner de l'hydrogène, de réduction de l'azote pour donner de l'ammoniac, voilà, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, mais il a été bien démontré que, effectivement, le cluster n'était pas détruit une fois qu'il était sorti entouré de solvants organiques, qu'on pouvait le remettre dans l'enzyme. Et alors, le plus intéressant, c'est, pour mon propos, c'est que et ça n'avait jamais été fait, et pour la première fois, ce cluster lui-même a été testé en activité catalytique, et en particulier dans la réduction du CO. Et donc, là, ça devient très intéressant parce que vous n'avez plus besoin d'ATP. Ouais, ça se fait dans l'eau. Alors, il faut une source d'électrons, hein, bien sûr. Ici, c'est un complexe d'europium qui est à très bas potentiel. Et en effet, à ce moment-là, alors, je ne rentre pas dans le détail des courbes ici. Enfin, vous pouvez constater qu'on forme de l'éthane, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'éthylène, mais le propane, le propène, le butane, enfin, etc. etc. Ah non, si, c'est ça, méthane, l'éthane ici. Bon. Enfin, donc, on forme l'ensemble des produits. On n'a plus de protéines et le système fonctionne. Et donc, comme vous le voyez ici dans les deux chiffres de droite, la nitrogénase à vanadium est effectivement beaucoup plus active que la nitrogénase à molybdène. Et si on regarde maintenant les clusters, tous ces chiffres sont comparables, eh bien, vous voyez que le cluster à molybdène isolé, donc sans protéines, a une activité qui n'est pas très éloignée de ce cluster dans l'enzyme. Donc là, c'est assez étonnant. On peut se dire qu'à ce moment-là, la protéine ne sert à rien. Bon, elle sert sûrement à des tas de choses, mais en tout cas, du point de vue de l'activité, ce n'est pas essentiel. À l'inverse, quand vous comparez la nitrogénase à vanadium et le cluster à vanadium isolé, là, il y a une très très grosse différence. Donc dans ce cas-là, la protéine joue un rôle absolument essentiel, puisqu'il y a un facteur au moins 1000
de différence d'activité. Néanmoins, voilà, je voulais vous montrer ce résultat qui est tout à fait intéressant et qui justifie l'approche qui consiste à dire que la nature a mis, pour faire des réactions, à sélectionner en effet des petits complexes qui sont constitués de la première sphère de coordination de la protéine et un métal, par exemple, que ça fonctionne, et à rajouter un paquet de protéines autour, pour tout un tas de raisons, mais voilà, le cœur de la réactivité chimique est là au sein du site actif. Donc ça a un sens d'avoir cette approche de mimer un site actif protéique. Voilà. Alors là, c'est juste une seule information, mais vous voyez qu'avec ce type de cluster, on a quand même des choses extrêmement complexes. C'est peut-être les choses les plus difficiles à mimer. Et Dick Holm, qui est un grand chimiste organicien du XXe et XXIe siècle, aux États-Unis, et qui a fait des tas de choses dans la modélisation chimique des clusters biologiques et des tas d'autres choses, s'est attaqué à modéliser aussi bien ici donc le FMOCO, le cofacteur de la nitrogénase, et ici c'est le cluster P aussi, qui est un ensemble, alors avec beaucoup plus d'accrochage par les cystéines des protéines, mais vous voyez un ensemble de fer et de soufre assez complexe. Voilà, donc vous voyez, dans des travaux relativement récents, Holm a été capable, vous voyez, de synthétiser des complexes de ce type-là, dans lesquels le cœur ici a de fortes ressemblances avec le site actif de la nitrogénase, sauf qu'il est symétrique pour des raisons de synthèse. C'est assez évident que c'est plus facile de faire des choses symétriques que dissymétriques. Mais vous voyez, ici, vous avez un atome de molybdène et là, un atome de fer. Ici, vous avez deux atomes, molybdène ou vanadium, avec des environnements évidemment assez différents dans la complexation. Mais le cœur est assez semblable. Voilà le type d'objets que les chimistes peuvent faire en mimant des sites actifs extrêmement complexes. Même chose ici pour le cluster P, sans doute un système modèle qui est assez proche du cluster P de la nitrogénase. OK. Alors, voilà, donc ça c'était une première partie pour vous montrer que ça a un sens donc de se limiter au site actif. Et là, je voudrais donc illustrer quelques résultats récents dans le domaine de la photosynthèse artificielle. Donc, comme vous le savez, donc l'enjeu, c'est de récupérer l'énergie lumineuse du Soleil. Alors, ça peut être cette récupération, c'est effectivement si on est capable de transformer cette énergie solaire soit en électricité, soit en molécules. Je l'ai déjà dit souvent, hein, soit en molécules dans lesquelles, alors organiques ou hydrogène par exemple, dans lesquelles l'énergie solaire est stockée hein, sous forme d'énergie chimique. Donc cette énergie chimique, donc, c'est effectivement la biomasse, cette photosynthèse naturelle qui vous voyez, stocke 100 terawatts sur les 100 000 qui nous arrivent sur la tête. Évidemment, il y a le domaine du photovoltaïque, et puis je vais parler de ce domaine de la photosynthèse artificielle. Alors, ici, je vais parler jusqu'à la fin du cours de quelques aspects de catalyse biomimétique sur les aspects de décomposition de l'eau, utilisation de l'énergie solaire pour décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène, et de fait, stocker cette énergie solaire sous la forme d'un carburant chimique qui est l'hydrogène, ou de réduire le dioxyde de carbone en hydrocarbures divers. Là aussi, c'est un processus qui conduit à stocker l'énergie solaire qui permet cette réaction sous la forme d'un carburant qui est l'énergie. Alors, il y a un autre aspect qui rentre vraiment dans cet aspect de photosynthèse artificielle. Eh bien, je n'en dirai pas plus parce qu'on en entendra parler. C'est évidemment les fameuses piles de Grätzel. Et voilà, donc Michael Grätzel
nous fera un exposé. Alors peut-être il a changé son titre depuis, mais en tout cas c'était ce qui est inscrit. Lumière et énergie, les nouvelles cellules solaires à colorant. Donc là on est en plein dans le domaine de l'énergie, de l'exploitation de l'énergie solaire et de la photosynthèse artificielle. Et donc on entendra Michael tout à l'heure. Voilà, donc vous avez déjà entendu ça. L'enjeu de toutes ces recherches, je le redis, c'est à la fin peut-être de produire quelque chose qui ressemble à ça, qui est une cellule photoélectrochimique où vous avez une photoanode. Il faut construire cette photoanode, collecte de photons, séparation de charges et catalyse, bien sûr, parce que cette oxydation de l'eau est un processus multiélectronique. Il faut de la catalyse. Les électrons qui sont extraits de l'eau, et pendant ce temps de l'oxygène est produit, vont à une cathode. Probablement, il faut une photocathode aussi ici, parce que l'énergie des électrons est insuffisante. Donc ici, pareil, collecte de photons, séparation de charges et catalyse. Et ça, c'est exactement donc, ce que fait la nature. D'une certaine façon, le photosystème 2, c'est la photoanode. Ça, c'est donc, vous voyez, des éléments de l'appareil photosynthétique. Les électrons sont extraits de l'eau. À travers une chaîne de transfert d'électrons, ils perdent de l'énergie. Et il faut, au niveau d'un deuxième photosystème, qui est l'équivalent de la photocathode, un photon pour réénergiser ces électrons qui peuvent être utilisés pour réduire des protons en hydrogène. Et donc là, on a, vous voyez, les photosensibilisateurs ou les semi-conducteurs, et on a des catalyseurs aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Alors ça, j'en ai déjà parlé abondamment. Finalement, au bout du compte, on fait ça. De l'eau donne de l'oxygène et de l'hydrogène avec deux grands systèmes catalytiques. D'une part, au niveau du photosystème 2, pour extraire les électrons, on a du manganèse et du calcium. Je reviendrai là-dessus. Et du côté de la réduction des protons, on a ces fameuses hydrogénases dont j'ai déjà parlé, qui catalysent donc la réduction des protons en hydrogène. Et là, c'est très intéressant, il y a du nickel et du fer. Donc la nature travaille avec du manganèse, du nickel et du fer pour faire cette décomposition de l'eau. Et là, dans les deux cas, je vous montre les sites actifs des enzymes. Ici, ce site actif à manganèse et calcium, et ici, ce site actif à nickel et fer, puisque, encore une fois, je me place dans la perspective de construire des systèmes biomimétiques de ces enzymes, de ces sites actifs, puisque, bien sûr, l'idée, c'est de construire cette cellule photoélectrochimique avec, au niveau des catalyseurs, des mimes, des complexes mimétiques des sites actifs du photosystème 2 et des hydrogénases. C'est ça l'objectif. Alors là aussi, évidemment, quand on veut copier, il vaut mieux savoir ce qu'on a à copier. Néanmoins, ça n'a pas empêché les chimistes, avant d'avoir une information structurale extrêmement précise de l'objet à mimer, de construire quand même des modèles sur la base d'informations indirectes. Encore une fois, on peut attendre d'avoir comme information, par exemple, la structure aux rayons X avec une très très bonne résolution de la protéine pour la copier, pour copier son site actif. Alors c'est effectivement bien, mais on peut ne pas attendre et la recherche permet d'avoir des informations parfois suffisamment précises, même si elle n'est pas complète, pour construire ces modèles. Je dirais d'ailleurs que cette stratégie de ne pas attendre une structure aux rayons X a été développée dans le cadre de ces enzymes-là. Ça fait très longtemps qu'il y a des modèles du photosystème, c'est-à-dire des complexes à base de manganèse, par exemple, avant qu'on ait des informations structurales extrêmement précises sur le photosystème 2. Peut-être vous vous souvenez de la notion que le modèle peut servir à comprendre le patron. Typiquement, la construction de modèles permet d'affiner la connaissance de l'enzyme et de son site actif en absence de structure aux rayons X. Bon, là, on est dans un cas où, vous voyez, les choses ont démarré il y a longtemps, mais finalement, les informations structurales très précises datent d'il y a très peu de temps. Certes, on avait une structure aux rayons X
du photosystème 2, mais c'est en mai 2011, donc dans cet article de Nature, qu'est apparue la structure rayons X du photosystème 2 avec une résolution impressionnante, 1,9 angstrom de résolution, qui permet de voir toutes les molécules d'eau qui sont dans le site actif, etc. Et ce qui permet donc aujourd'hui, en 2012, d'avoir une information très précise sur ce complexe, qui est un complexe, donc vous voyez, où vous avez un cube, c'est un cubane, où vous avez 4 atomes de manganèse, 3 atomes de manganèse, pardon, un atome de calcium, et puis des liens oxygène, ce sont des ponts oxo. Et puis vous avez un 4e atome de manganèse qui est externe à ce cube et qui est lié par un oxygène exogène et un oxygène du cube. Et puis des molécules d'eau qui sont sur le manganèse et sur le calcium. Donc ça, c'est vraiment des informations qu'on a de façon extrêmement précise, ce qui a permis de relancer la chimie biomimétique de ce photosystème 2, et vous allez voir quelques résultats tout à fait intéressants. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, simplement pour dire que ce cluster de manganèse, il est oxydé à un électron à chaque photon absorbé. Donc ici, on a l'excitation d'un photosensibilisateur, électron excité, donc une paire électron-trou, et les trous ici servent à extraire les électrons du complexe de manganèse, donc, qui passe à la fin, au bout de 4 photons, à un état où il est manganèse 4 3 fois et manganèse 5. Il a accumulé 4 équivalents oxydants et il les recrache d'un coup pour oxyder de l'eau en oxygène, donc oxydation à 4 électrons. Alors, il y a beaucoup de questions sur le rôle du calcium dans ce système. On ne sait pas encore très bien. Évidemment, il ne change pas d'état redox, il reste calcium de plus. Les modifications redox se passent au niveau du manganèse. Bon, il y a des molécules d'eau qui sont fixées sur le calcium. Bon, une théorie, mais je crois qu'elle est loin d'être validée, c'est que le calcium joue comme acide de Lewis pour activer la molécule d'eau ou l'hydroxyde qui est collé sur le calcium, pour pouvoir attaquer un oxygène qui est devenu un oxygène issu d'une molécule d'eau, bien sûr, qui est devenu très électrophile au cours des transferts d'électrons, enfin de l'oxydation des atomes de manganèse, qui évidemment facilite la déprotonation de cet atome d'oxygène. Et donc, c'est par ce biais-là que vous pourriez créer une liaison oxygène-oxygène, qui est une des clés de la question chimique, comment passer de 2 molécules d'eau à une molécule d'oxygène moléculaire. Voilà. Alors, vous allez voir que peut-être on a les systèmes modèles vont peut-être nous répondre à toutes ces questions. Mais vous voyez que c'est pas le FMOCO, c'est pas le système de la nitrogénase, mais ça commence à devenir quand même très très compliqué, avec des structures très dissymétriques et donc plusieurs ions métalliques. Alors je vais très vite sur le premier système. Ça, je dirais que c'est le système historique. Je crois que c'est le premier complexe moléculaire tétranucléaire de manganèse qui ressemblait un petit peu au photosystème 2. C'est Charles Dismukes qui est plus à Princeton d'ailleurs, j'ai appris, qui est à Rutgers aux États-Unis, et qui a fait ce complexe avec des ligands phosphinates. Alors on peut partir d'un binucléaire de manganèse ou on peut partir de manganèse comme ça, des sels de manganèse. Et vous voyez, il a fait ce complexe de manganèse, alors qui est un tétranucléaire de manganèse au sein d'un cube avec 4 atomes de manganèse. Il n'y a pas de calcium et des ponts oxo et puis des ligands phosphinates pour compléter les sphères de coordination. Et plus récemment, voilà, plus récemment, vous voyez, c'est des travaux qui ne sont pas anciens, vous voyez, c'est 2009-2010. Plus récemment, Dismukes a essayé de faire une photoanode moléculaire
où il a, si vous voulez, utilisé comme photosensibilisateur des complexes de ruthénium, peut-être on en entendra parler tout à l'heure, trisbipyridine, qui sont donc capables de créer une séparation de charge grâce à un photon, donc électron-trou. Les électrons sont injectés dans l'oxyde de titane et partent dans cette électrode, tandis que les trous servent, grâce à ce catalyseur, donc tout ça est mis dans du naphion, catalyseur qui peut être oxydé et donc oxyder l'eau en oxygène. Il a fait cette photoanode et il l'a couplée à une cathode, ici qui est essentiellement, je crois, à base de platine. Il fallait quand même ajouter de l'énergie. Mais néanmoins, vous voyez, il y a eu, grâce à finalement cette cellule photoélectrochimique, décomposition de l'eau mise en œuvre en particulier grâce à ce modèle de photosystème, enfin du site actif du photosystème. Voilà. Alors, en fait, très récemment, il a été montré que ceci était faux. Enfin, faux. Le complexe, en fait, ne supportait pas ces conditions-là, et qu'en réalité, comme c'est souvent le cas, c'est un oxyde de manganèse qui se formait dans ces conditions. Donc là, je dis ça simplement pour soulever le fait que, vous voyez, on peut faire des systèmes biomimétiques, mais on peut faire de la chimie moléculaire pour ce type de stratégie, mais il faut faire très très attention, parce que quand on fait de la catalyse, il faut toujours se poser la question, quelle est l'espèce active? Et dans ce cas-là, on a vraiment le cas assez exemplaire d'un travail considérable à partir d'un objet quand même pas facile à faire, à maîtriser, à stabiliser, etc., dans des dispositifs assez complexes et qui, à la fin, révèlent que ce n'est absolument pas lui l'espèce active. Et l'espèce active, donc, ce sont des oxydes de manganèse. Ça a été montré, évidemment, la hollandite n'est pas une maladie. C'est une forme d'oxyde de manganèse qui est en particulier active dans ce type de chimie. Néanmoins, il y a des travaux qui continuent à aller plus loin dans le mimétisme. Alors, ici, vous voyez, c'est un travail dans lequel l'approche rationnelle, c'est de dire il faut que j'ai des... Puisque les choses ont tendance à décomposer, il me faut des ligands stables, il me faut des systèmes qui ne soient pas trop oxydables, il faut que j'ai un environnement plutôt oxygéné, un peu comme dans l'enzyme, il faut que j'ai des possibilités de transfert de protons. Voilà, donc à partir de ce ligand a été synthétisé ce complexe qui est tétranucléaire, comme vous pouvez le voir ici, et qui, en présence d'un oxydant, ici c'est un complexe ruthénium 3+, trisbipyridine, est capable d'oxyder l'eau en oxygène, c'est ce qui est montré ici. Vous voyez, le nombre de turnover n'est pas formidable, mais néanmoins, quand on fait ça avec des complexes de manganèse aujourd'hui, vous voyez, ça se publie dans Gevant Chemistry ou dans JACS. Donc c'est difficile, les exigences sont peut-être un peu moindres, mais les choses vont évoluer et puis petit à petit on trouvera des systèmes de plus en plus efficaces. Ce même système est capable de faire de l'oxydation photoassistée de l'eau, ici avec un accepteur d'électrons de type persulfate, et avec un photosensibilisateur qui est à nouveau le ruthénium trisbipi. Donc vous éclairez, le photosensibilisateur active des électrons et des trous, et vous êtes capable d'oxyder de l'eau grâce à la présence de ce catalyseur à base de manganèse. Et s'il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas d'activité. Alors vous voyez, un turnover de 4, donc c'est très peu, mais c'est le début. Alors, encore un peu plus biomimétique, vous voyez, Science 2011, c'est un système dans lequel un ligand extrêmement complexe, polydentate, a été utilisé. Vous faites un intermédiaire dans certaines conditions
Vous pouvez aller jusqu'au tétranucléaire de manganèse, mais il faut s'arrêter là avec le trinucléaire de manganèse, et à ce moment-là, vous ajoutez du calcium. Il y a différentes formes de complexes qui contiennent du manganèse et du calcium, et certains, voilà, comme celui-là, sont tout à fait intéressants, puisque, certes, il manque un atome de manganèse, mais on a le cubane, avec 3 manganèses, des ponts oxo et un atome de calcium. Ici, le complexe est à l'état 3 manganèse 4 et 1 calcium 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je... oui, ici, vous avez le site actif du PS2, et ici, vous avez le complexe modèle, et si vous excluez, évidemment, cet atome de manganèse qui n'est pas présent dans le complexe modèle, vous avez quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui ressemble énormément à cela, et d'ailleurs des mesures, voilà, puisqu'il y a une structure aux rayons X du complexe, vous êtes dans la possibilité de comparer les distances, par exemple, et vous voyez que c'est tout à fait proche, c'est dans le même ordre de grandeur. Vous voyez, 2,84 angstrom ici, et on est entre 2,8 et 3 pour le photosystème. Et le manganèse calcium, c'est des distances de l'ordre de 3,2. C'est à peu près ce qu'on a dans le complexe. Et ce complexe a été étudié par électrochimie, et ce qui est tout à fait frappant, c'est de constater que la présence du... Donc, vous voyez, avec ce ligand, on peut comparer un système à 4 manganèses et un système à 3 manganèses et un calcium. Et quand vous regardez la réduction du manganèse 4 en manganèse 3, vous voyez, elle se fait autour de 0 volts dans le cas du tétranucléaire de manganèse. Et dans le cas du trinucléaire manganèse-calcium, la réduction du manganèse 4 en manganèse 3 se fait pratiquement 1 volt plus bas. Donc là, on voit un effet drastique du calcium sur les propriétés électrochimiques du complexe. Donc voilà, c'est un élément de réponse à la question à quoi sert le calcium, probablement facilite l'accès à des hauts degrés d'oxydation du manganèse. Bon, en même temps, ça facilite, mais il faut évidemment que ce niveau d'oxydation du manganèse permette l'oxydation de l'eau, bien sûr. Mais il y a un effet très fort sur les propriétés redox. Et alors, un dernier système, ça c'est Christou, j'aurais dû mentionner je crois que c'est un PNAS. Et là, c'est encore plus proche, puisqu'il y a un ion supplémentaire, malheureusement, ce n'est pas du manganèse, c'est du calcium. Donc, à nouveau, vous voyez le photosystème ici avec un manganèse additionnel, voilà, qui est là. Vous vous souvenez de la structure du photosystème 2. Et voilà le système synthétique où vous avez le cube, ici en vert, et puis vous avez un atome de calcium additionnel qui se fixe en partie par un oxo du cubane. Et quand vous regardez les propriétés EXAFS, par exemple, qui permet d'avoir une information sur les distances, vous avez quelque chose qui devient très proche. Donc c'est vraiment très beau. Enfin, je veux dire, c'est ce que les chimistes peuvent faire de plus compliqué en modélisation chimique de sites actifs d'enzymes. On n'est pas encore au cluster ici tétramanganèse 1 calcium, mais on s'en approche. Et vraiment, avec ces outils-là, on va pouvoir s'abstraire de toute la complication du système biologique dans son instabilité, les difficultés de préparation, enfin, etc., pour étudier les réactivités chimiques intrinsèques d'un objet qui est ce cluster que la nature a sélectionné il y a très très longtemps pour faire de la photosynthèse. Et donc c'est tout à fait intéressant. Enfin, les chimistes sont sur la bonne voie. Je vais terminer sur les hydrogénases, les quelques systèmes d'approche biomimétique sur les hydrogénases. Oui, j'ai oublié de dire que sur les clusters de manganèse, vous avez vu que de temps en temps, il y a de l'activité qui est mesurée, mais pas toujours. Quand il n'y a pas d'activité mesurée, c'est-à-dire d'oxydation de l'eau, on peut se demander si ça ne marche pas et que les auteurs n'en ont pas parlé, ou c'est qu'ils ne l'ont pas encore testé parce que c'est assez compliqué. Mais évidemment, l'intérêt, c'est de produire un objet qui ressemble au vivant. C'est vrai qu'il y a une certaine fascination pour le chimiste de reproduire quelque chose que la nature a créé de complexe. Donc rien que ça,
pour le chimiste est très satisfaisant hein, de pouvoir copier d'une certaine façon, de recréer une forme de vivant. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est aussi de reproduire les activités, et en particulier dans ce domaine-là, avec tous les espoirs d'application potentielle. Donc là, même chose, j'ai parlé de la partie anode, maintenant du côté de la cathode, est-ce qu'on peut modéliser des sites actifs qui sont un peu moins complexes, mais qui le sont quand même? Et là, on tombe plutôt sur une chimie de type organométallique, hein, puisque vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà entendu parler des hydrogénases, et j'en ai parlé souvent, une sorte d'obsession, organométallique parce que les deux familles d'hydrogénases, à nickel et fer et à fer-fer, ont, en plus de ligands protéiques, des ligands exogènes de type monoxyde de carbone et cyanure. Et donc les atomes de fer ici sont dans un environnement de type organométallique. Alors je commence par la fer-fer parce que celle-là elle est particulière dans le sens où elle a donc ses composés, ses ligands CO et cyanure. Il y a un dithiolate ici particulier, vous voyez avec un atome d'azote ici, c'est une dithiométhylamine. Et puis il y a une cystéine ici qui est le seul lien avec la protéine. Vous voyez cette partie inorganique ici, là, organométallique, elle n'est accrochée à la protéine que par un seul point, par un soufre d'une cystéine. Cystéine qui fixe aussi un cluster 4 fer 4 soufre. Vous voyez, elle fait un pont entre un atome de fer d'un cluster 4 fer 4 soufre et le binucléaire de fer ici. Alors il y a eu un joli travail, c'est un travail de Chris Pickett en Angleterre. Vous voyez, ça a été publié en 2005. Là, c'est de l'approche purement très, très biomimétique. On copie avec les outils de la chimie. Je ne détaille pas. Vous voyez, on part de ligands qui sont relativement simples. On fait un binucléaire et par ailleurs, il est possible de synthétiser grâce à ce ligand un complexe 4 fer 4 soufre dans lequel 3 atomes de fer sont liés à des soufres de ce ligand et un atome de fer a un site de coordination vacant, d'où possibilité de s'accrocher sur un soufre ici qui est protégé mais qui va être déprotégé pour faire ce lien. Et par chance, dans ce cas-là, c'est assez extraordinaire, mais finalement il y a eu une structure aux rayons X du complexe. Vous voyez le binucléaire de fer. Alors ici, il n'y a que des monoxydes de carbone, mais il y a un pont dithiolate, et puis il y a un soufre qui lie l'atome de fer ici avec un atome de fer du cluster. Donc c'est vraiment une copie presque, enfin très très précise. Et ici, on a un beau modèle, mais qui n'a pas d'activité. Voilà. Alors vous voyez que c'est suffisamment performant pour qu'un modèle comme ça, synthétique, biomimétique, soit publié dans Nature, en tout cas en 2005, sans la moindre activité catalytique. Plus récemment, vous voyez, Nature Chemistry 2012, c'est Rauschfuss, qui est un grand acteur de ce monde, des binucléaires de fer, a fait quelque chose qui était... Alors là, on est un peu limite du biomimétisme, enfin, au sens où copie, on est déjà un peu dans une forme de chimie bio-inspirée dont je parlerai la prochaine fois. Et en gros, qui est de dire, bon, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce site actif d'enzyme. Pourquoi, comment il est constitué? En fait, il faut un pont dithiolate ici, pour fixer les deux atomes de fer. Cet atome d'azote joue un rôle très très important parce qu'il y a des échanges de protons au cours de cette réaction de réduction des protons en hydrogène, bien évidemment, ou en oxydation d'hydrogène en protons. Et donc c'est un site où va se faire des échanges de protons, et c'est absolument essentiel. Ça a été bien démontré par des modèles chimiques d'ailleurs. Vous avez des CO et des CN qui fournissent une certaine propriété électronique au cluster. Vous avez ce cluster 4 fer 4 soufre qui est probablement impliqué dans les transferts d'électrons entre les accepteurs donneurs qui sont en bout
et ce site. Et donc, Rauch-Fuchs élabore un complexe qui est celui-là, qui est assez mimétique, mais pas complètement. Et puis, oui, un autre point, c'est qu'il faut un site de coordination vacant, ici, parce qu'il faut bien que l'hydrogène se fixe ou les protons se fixent. Voilà, et tout ça conduit dans son esprit, et puis sur la paillasse, à la synthèse de ce complexe, dans lequel vous avez le binucléaire de fer, des monoxydes de carbone. Alors, il y a cette diphosphine, qui est en fait, on le sait, a des propriétés qui sont assez proches du point de vue électronique des cyanures et des monoxydes de carbone. Pour des raisons de synthèse, ça marchait mieux comme ça. Il y a un site de coordination vacant. Il y a ce ligand dithiolate avec cet azote. Ici, il est tertiaire et pas secondaire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, il n'y a pas un cluster 4 fer 4 soufre ici. Il y a quelque chose de plus simple, qui est un ferrocène, qui permet le transfert d'électrons, qui va remplacer, disons, le cluster fer-soufre. Et pour aller vite, dans ce cas-là, Rauch-Fuchs a pu étudier les propriétés électrochimiques de ce cluster. Voilà, donc différents états. Donc ici, vous avez le complexe à l'état fer2, fer1, fer1. Au-dessus de moins 700 volts, vous avez une oxydation de cet atome de fer, et au-dessus de moins 393 millivolts, puisque le potentiel de ce truc est à moins 550 millivolts, vous oxydez cet atome de fer. Et ce qu'a montré Rauch-Fuchs, c'est que dans l'état oxydé ici, le complexe est capable de fixer l'hydrogène et de l'oxyder pour donner, donc de conduire à la cassure de la liaison hydrogène-hydrogène, pour conduire à un hydrure pontant entre les deux atomes de fer ici. Ceci se passe probablement par fixation de l'hydrogène sur l'atome de fer, assistance par l'azote ici pour la rupture hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène, et puis perte d'un proton, et ici formation d'un hydrure. Ceci a été isolé et caractérisé, cette hydrure. Et il a même pu, en utilisant un oxydant, donc un accepteur d'électrons, faire un système catalytique. Voilà, donc dans ce cas-là, cet oxydant va recevoir les électrons de l'hydrure pontant, et puis le système va pouvoir tourner, et en effet, donc l'hydrogène, et puis un accepteur de protons, ici une base. Et en effet, donc le processus conduit, grâce au catalyseur, à la rupture hétérolytique de l'hydrogène, à l'oxydation, à la réduction de cet oxydant et à la protonation de la base. Un système relativement lent, et très clairement, lorsqu'on compare le système dont je viens de vous parler à ce système-là, dans lequel la partie transfert d'électrons a été remplacée par une phosphine, il n'y a plus du tout d'activité. Donc l'aspect connexion à un réducteur démontre, la présence d'un réducteur, d'un transféreur d'électrons couplé est un élément majeur du dispositif, et si la nature a mis un cluster fer-soufre collé à ce binucléaire de fer, c'est bien parce qu'il faut que ça soit comme ça, pour que ça soit efficace. Voilà quelques exemples, si vous voulez, de systèmes qui montrent bien l'intérêt de l'approche biomimétique. Encore une fois, au-delà, oui, je vais m'arrêter là, au-delà de l'aspect défi de la synthèse, qui consiste à se dire, voilà, la nature a réussi à faire cette chose-là, c'est complexe, est-ce que cet objet-là, le chimiste de synthèse, peut la produire? Rien que ça, je crois, suffit au bonheur des chimistes. Alors maintenant, on est dans un monde qui demande des résultats concrets, des applications. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une plus grande exigence, et le chimiste qui copie le vivant, il doit aussi copier non seulement l'objet, la structure, mais il faut aussi copier l'activité, il faut qu'il y ait de l'activité. Et c'est
c'est à la fois... enfin, c'est devenu une exigence. Et en même temps, c'est évidemment encore plus intéressant de copier aussi bien la structure que la fonction d'un site actif d'enzyme. C'est d'autant plus intéressant quand il s'agit de domaines comme celui de la photosynthèse artificielle qui, un jour, probablement, nous amènera à de nouvelles technologies qui permettront à la planète d'avoir d'autres formes d'utilisation de l'énergie, en particulier renouvelable, solaire. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Et donc, comme d'habitude, je vous propose de continuer dans la foulée avec Michael Grätzel. Et à la fin de son exposé, il répondra à vos questions et je répondrai aux questions que vous voulez qui concernent ce cours. Donc, Michael Grätzel, que tout le monde connaît, chercheur de réputation internationale donc à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui va nous parler d'un aspect de cette photosynthèse artificielle qui sont les cellules à colorant, dites cellules de Grätzel. Merci.